Bonjour à toutes et à tous. Voici la correction commentée des activités que je vais donner à faire à l'introduction du chapitre numéro 16 du manuel Hatier de sixième qui s'intitule La variété des formes d'occupation spatiale ou comment la surface de la Terre est-elle occupée, habitée par ses habitants. Alors occupée, c'est-à-dire c'est habité bien sûr, mais c'est aussi un espace de vie, un espace de loisir, un espace de détente, un espace de tourisme, et aussi un espace de travail, hein, comme on l'a vu dans le cours, pour ceux qui ont le cours de mercredi que je vous ai proposé. Pour ceux qui verront cette vidéo dans quelques années, vous comprendrez ce que c'était que la continuité pédagogique. Donc, eh bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez, j'ai mis le titre là. Vous aurez évidemment la correction sous format Word dans votre cahier de texte Pronote. Je me suis appuyé, comme souvent, des travaux que vous m'avez rendus. Alors, on va commencer tout de suite par la question numéro un. Je parlerai ensuite, si vous voulez, du cours en général. Peut-être on pourra commenter ce que c'est le cours en général. Vous avez vu, il y a marqué la variété. La variété, c'est-à-dire qu'il y a un nombre choix de comment l'homme occupe son espace. De nombreux choix euh, d'habitat, de formes de travail, de formes de tourisme, de loisirs, de formes de transport aussi, qui occupent l'espace géographique du monde en général, avec évidemment des grands foyers de peuplement et des vies d'humains. Alors, pourquoi la Chine? Eh bien, parce qu'on a déjà vu ce pays-là en histoire, hein, il y a 2200 ans, la Chine a construit un très vaste empire qui faisait jeu égal sur de nombreux plans avec l'Empire romain, sur le plan évidemment, de la population, sur le plan de la superficie, sur le plan de la richesse, sur le plan des inventions aussi, et évidemment du commerce. L'Empire chinois rivalisait, ou faisait jeu égal même avec l'Empire romain. Donc c'est un pays qui est ancien, qui a une idée de puissance et de richesse, de prospérité qui est très importante, mais aussi elle a, ce qui nous intéresse aujourd'hui, une variété d'occupation de l'espace qui est très importante. On peut voir dans l'espace chinois, je pense, la presque totalité de comment l'être humain occupe l'espace, que ce soit en termes d'habitat, en termes d'activité, en termes de transport. C'est, on peut résumer. C'est pour ça que je voulais donner à faire tout seul, en introduction, en fait, de ce chapitre-là, le dossier sur la Chine. Alors, je m'appuierai sur vos travaux, évidemment. Voilà, euh, j'ai mis le titre et on va donc directement partir avec vos travaux pour la correction commentée de cette partie du cours. Donc, je vais vous lire les questions et je vais voir les réponses que m'ont données vos camarades, ou peut-être même vous, hein, et puis les compléter si c'est nécessaire. Alors, à quel foyer de peuplement la Chine appartient-elle? Alors, il suffit de regarder le chapitre numéro 15 et on voit l'ensemble des foyers de peuplement. Ces foyers de peuplement, on peut évidemment les nommer, on doit les nommer. C'est la réponse à la question. Alors, votre camarade a mis l'Asie. Alors, justement, j'ai pris cette idée parce que, et bien sûr, elle a raison, c'est une partie du continent asiatique, mais c'est qu'une partie. Donc, puisqu'en Asie, il y a deux grands foyers de population assez distincts qui sont donc l'Asie de l'Est avec 1,6 milliard d'habitants et l'Asie du Sud avec presque 1,7 milliard d'habitants. Alors, la Chine fait partie surtout du grand foyer de population qui est l'Asie, mais l'Asie de l'Est. Donc, je compléterai la réponse de votre camarade qui est juste mais incomplète. L'Asie, c'est l'Asie de l'Est. Question numéro 2. Alors, je tourne les pages avec vous, hein. En même temps, où se situent les espaces très peuplés par les hommes. Alors, elle a mis évidemment le nom des villes qui sort en violet en fait, hein. Beijing, hein, la capitale, hein, qu'on appelle aussi Pékin. Shanghai, elle a mis Shenzhen, Chongqing, Wuhan, tu Wuhan, hein, très connu puisque c'est l'épicentre du fameux coronavirus qui a paralysé euh, l'économie, les hommes,
les transports terrestres presque du monde entier entre mars, avril et mai de 2020, pour ceux qui nous écouteront dans quelques années. Et donc oui, pourquoi pas. On peut mettre aussi, alors localiser avec, quand on dit localiser, où on dit où se situe, il faut utiliser les termes de la Rose des Vents. Donc, dans ce cas-là, on voit très bien, c'est quand même l'Est de la Chine, on pourrait dire même l'Est, ou même, et même pas le Nord, hein, mais l'Est de la Chine, ou la façade avec l'océan Pacifique, hein, qui est la plus peuplée. C'est-à-dire vraiment une grande différence, hein, entre l'extrême nord et puis tout l'ouest du pays qui sont en jaune, hein, donc qui sont des vies d'humains, comparé à tout ce qui est proche de l'océan Pacifique et qui est à l'est, qui se situe à proximité de très grands fleuves, hein, le Yangtze-Kiang ou le Huanghe, le Huanghe, pardon, eh bien, ce sont des régions de fortes foyers de population. D'accord? Donc, plus que nommer les villes, localiser aussi à l'est de la Chine, ça serait très bien. Ouais, d'accord. Aussi évidemment, à contrario évidemment, où l'occupation du territoire par les hommes est-elle faible? Évidemment, alors c'est bien, là c'était les régions, hein. Alors elle est faible, alors Hong Kong non, c'est faux, hein. Hong Kong, Shenzhen, ce sont de forts foyers de population, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de points rouges, hein, et des villes de plus de 12 millions d'habitants par exemple, hein, qui sont comme Guangzhou, ou même Shenzhen, une ville de 8 à 12 millions d'habitants, c'est un grand foyer de population. Bon, donc, mais elle est très faible, alors plutôt dans le Xinjiang et dans le Tibet, ou dans le désert de Gobi, ou dans l'Himalaya. Et il y avait des termes où on pouvait mettre les noms des grandes régions vides d'hommes. Hein, l'Himalaya, le Tibet, le Xinjiang, ou le désert de Gobi. Des mots qu'on avait déjà utilisés dans le cours précédent, un cours en géographie. Et bien sûr, toujours aussi, la localisation, s'il vous plaît. Dites-moi, c'est au nord de la Chine et pardon, à l'est, c'est moi qui donc à l'ouest de la Chine, hein, bien sûr. D'accord, à l'ouest de la Chine, qui est là. C'est l'ouest de la Chine qui est le vide, hein, et l'est qui est un grand foyer de population. Je pense que j'ai enfin, rectifié si j'ai dit le contraire avant. Voilà. Document 3. Quelles sont les particularités de l'habitat des villes chinoises? Alors, des villes, hein. Donc, en Chine, oui, l'habitat en ville est presque toujours collectif, presque toujours collectif. C'est vrai. Alors, il y a le quartier quand même, un quartier horizontal avec un habitat qui est plutôt un habitat euh, individuel, avec des maisons qui se ressemblent toutes, mais qui sont destinées à une seule famille. Donc, on appelle ça des maisons individuelles. Ça, c'est aussi, elles font partie de la ville. Donc, collectif et individuel, mais surtout, très, l'intérêt, c'était l'autre particularité que vous avez oubliée, c'était une particularité que c'était un habitat qui n'était pas dispersé, c'était un habitat groupé. Donc, je le mettrai aussi, hein, c'est un habitat donc, collectif et individuel, c'est un peu un mélange, hein, et surtout un habitat, mais là, ça c'est un point commun qui est dans toutes les villes, c'est un habitat groupé. Non, et non pas dispersé. Alors, on va voir le tableau. On va remplir le tableau donc à l'aide du document. Donc, compléter le tableau ci-dessous. Alors, on va voir. Le camarade a raison, sinon on va voir un autre tableau dans quelques instants. On va prendre un autre tableau de notre élève tout de suite après cela. Alors voilà, je partage un tableau de vos camarades. Donc, alors, est-ce qu'il a raison est-ce que le tableau est correct? Alors, on va voir. Type d'habitat, c'est le document numéro 3. C'est un habitat horizontal, un quartier pavillonnaire à Shenzhen. On avait vu le mot de pavillon avec vous. Un pavillon, c'est une maison individuelle qui regroupe une seule famille avec un petit jardin devant et le garage pour garer la voiture, pour aller travailler. Ben là, c'est typique, hein, vous voyez, hein, il y a un petit jardin devant, le garage sûrement, et puis hop, la maison qui est là. Alors, type d'habitat, c'est un habitat horizontal. Oui, il a raison. C'est aussi, on reste dans le document 3, hein, donc on fait la colonne du document numéro 3. Sur des maisons individuelles, oui, bien sûr. Alors attention, maison avec un S, individuelle avec un S. D'accord. On est d'accord. Et puis, aux questions de l'espace, moyenne, oui. Il y en a qui m'ont mis faible. Non, non, c'est pas faible du tout, hein. C'est assez moyen, hein. C'est assez réparti. Il y a 50% de verts, on va dire, hein. Donc, pas d'occupation, pas de maison. Et puis 50% de maison, hein. D'accord. Donc, c'est moyenne.
Document numéro 4. Ah, c'est l'habitat vertical de Hong Kong. Alors, bien sûr, c'est vertical, hein. C'est marqué dans votre, dans votre tableau. Alors, forme d'habitat, alors là, territoire, je ne comprends pas, non, ça ne veut dire, c'est une forme d'habitat collectif. D'accord? Donc, je vais si vous permettez, un habitat collectif, hein. Il y a plusieurs familles qui vivent dans chacun des appartements de ces immeubles. Occupation de l'espace, évidemment, c'est fort, hein. D'accord, une zone très forte, hein, de l'espace. Et on gagne du terrain, même le terrain est gagné parce qu'on construit en hauteur, hein, donc il y a très peu de terrain et il y a beaucoup de familles qui vivent sur très peu de terrain. Donc on peut dire que c'est une densité très très importante si on veut utiliser le mot densité. Alors, document numéro 5, au contraire, hein, là on est dans l'habitat nomade, un campement dans le désert de Baidan Jalan, Mongolie intérieure, donc ben voilà, au sud du désert de Gobi, hein, à la frontière avec la Mongolie. Bien donc, évidemment, c'est du nomadisme, il y a des tentes, hein, ça aussi des yourtes. Oui, oui, ce sont des yourtes, hein, des tentes rondes, blanches. Pour un habitat, alors il fallait dire individuel. C'est un campement, oui, mais c'est de type individuel. C'est chaque famille qui a sa yourte, hein, type individuel. Hop, les nomades, alors on va dire donc c'est des yourtes, ouais, par exemple, pour les tentes, hein. Et puis évidemment, hein, occupation de l'espace, il est évidemment très faible, hein, très très faible. On voit quelques familles, et puis c'est tout. Et puis en plus, ils vont partir dans d'autres régions pour aller, je ne sais pas, pour aller où il y a un peu plus d'herbe pour leur, leur élevage, hein. Évidemment, ce sont pas des agriculteurs, ce sont des éleveurs, ils élèvent. Et évidemment, ils vont là où les troupeaux vont, où là il y a de l'herbe. Quand ils auront mangé de l'herbe qui est autour du campement, eh bien, on ira dans un autre campement. Alors derrière, il y a une statue, hein, une statue de Maurice de Saint-Martin. Évidemment, c'est pas du tout les nomades qui ont fabriqué ça, hein. C'est une statue qui, dans beaucoup de villes chinoises, dans beaucoup de pays, de paysages chinois, même à la campagne, il y a des statues qui marquent le territoire et qui marquent l'empreinte de l'histoire dans ce territoire-là. Donc, pour répondre à la question 5, alors il y a plusieurs façons de le faire, mais vous voyez, vous aviez le plan, hein. Donc, mettre quelques lignes, allez, 3-4 lignes sur l'inégale occupation du territoire, la grande différence entre l'Est qui est très très fortement peuplé, et l'ouest qui est vide d'hommes déjà, et il y a un peu le nord aussi, donc c'est important. Il y a des villes multimillionnaires à l'est de la Chine, hein, je le répète, hein, si j'ai dit l'ouest au début de, de cette capsule vidéo, vous me corrigerez évidemment. Et puis l'Ouest qui est évidemment vide d'hommes. Alors pourquoi? On peut expliquer, hein. C'est un désert, hein, le désert de Gobi déjà. Le Xinjiang aussi, c'est très désertique. Et puis le Tibet et l'Himalaya, ce sont des montagnes. Le Tibet, bien sûr. Et puis, enfin, vous avez des plateaux de haute altitude pour le Tibet et pour l'Himalaya, vous savez, c'est la chaîne de montagnes la plus haute du monde, avec le sommet du monde, le mont Everest, à plus de 8800 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer. Bon, ça vous le savez, j'espère. Ouais, donc, première partie, faire ça en deux, trois lignes, hein. Et puis, différents types d'habitats, eh bien, les trois types d'habitats que l'on voit, hein, un habitat vertical très groupé dans les centres-villes des grandes villes chinoises, hein, comme Hong Kong, euh, qui est partie de la Chine, hein, depuis plus de 20 ans. Un habitat aussi dans des villes, autour des villes, hein, dans les banlieues des villes, là où le terrain est un peu moins cher, de pavillons, hein, des pavillonnaires, des maisons individuelles avec un petit jardin et un garage, et pourquoi pas un golf à côté pour évidemment l'espace et pour avoir une activité de loisir. Là, c'est plutôt en banlieue des villes, donc une occupation moyenne. Et puis, une grande partie, et notamment là où c'est jaune sur la carte, c'est-à-dire à l'ouest et au nord, eh bien, un habitat nomade, hein, la plupart du temps, hein, et avec une occupation très faible de l'espace chinois. La majorité de l'espace chinois, il est très faiblement occupé, vous le voyez, hein, puisque la majorité de l'espace chinois est en jaune. Tournons donc la page et
regardons les documents de la page 316 à 317. Alors, donc, évidemment, vous ne pouvez pas travailler en groupe cette fois-ci. Je suis sûr qu'en cinquième, vous travaillez en groupe et on reviendra à ce qui était avant et en mieux peut-être, j'espère. Donc, nommer et situer les aménagements de communication en Chine. Alors, des communications en Chine pardon, il y a eu un petit détail. Alors, donc, on va faire ça donc individuellement. Nommer et situer les aménagements de communication en Chine. Situer, hein, quand vous avez le mot situer, localiser, c'est synonyme, hein, c'est la même chose. Donc, il faut utiliser la rose des vents. Vraiment, c'est très important. C'est ce qu'on attend de vous en histoire-géographie, hein. Et aussi citer le nom des régions. Bien sûr, ça vous l'avez fait presque tous, mais vous n'avez pas utilisé la rose des vents, c'est dommage. Donc, les voies de communication. Alors, qu'est-ce que nommer, situer les aménagements de communication en Chine, voilà. Donc, oui, moi, je ne l'ai même pas fait, oui. Donc, alors, les voies de communication sont les routes et les autoroutes, les voies ferrées, les voies fluviales navigables. Elles sont situées, ça c'est un peu, c'est logique, hein, les plus grandes, elles sont situées plutôt alors les plus importantes, situées alors à l'est du pays. Et puis il y en a certaines quand même, bon, oui, il y a une voie ferrée, une grande voie qui va jusqu'à Lhasa, qui est la capitale de la province du Tibet, ou à Urumqi, qui est aussi, c'est pas la capitale du Xinjiang, mais c'est une très grande ville, c'est la seule grande ville hein, dans cette région-là, du Xinjiang. Donc, il y a des, voilà, c'est situé, alors on peut dire en majorité c'est vrai que le territoire est assez bien desservir un aménagement du communication, mais quand même, il y en a beaucoup moins à l'ouest qu'à l'est, hein. Et puis, il y en a moins au nord, hein, tout ce qui est au nord de Beijing, hein, il y en a qu'une, il y a pas de voie ferrée, hein, il y a pas de voie ferrée. Au nord de Beijing, il y a qu'une, il y a que des routes et des autoroutes, donc c'est assez peu. Et donc, je dirais majoritairement à l'est, parce que l'on sait que, donc, majoritairement à l'est du pays. Hein, puisqu'on sait que c'est là où se situent les grands foyers de population. C'est tout à fait normal, hein. Plus il y a des personnes, plus on a besoin de communiquer, on a besoin de transport, et donc les aménagements de transport et de communication sont les plus importants, sont les plus développés. D'accord? Voilà. Eh bien, notamment, justement, comme l'ahurissant document numéro 3, qui est une photographie oblique qui nous montre les autoroutes urbaines, c'est-à-dire des autoroutes qui sont à l'intérieur des villes. À Shanghai, la plus grande ville de Chine, la plus peuplée en tout cas, c'est pas la capitale, hein, mais c'est la plus peuplée, c'est la capitale économique du pays, hein, là où se développe le plus de richesses dans le pays, et aussi où il y a le plus de personnes. Et la relation hein, entre commerce, richesse et démographie et importance de la population, ça vous le comprenez bien. Donc à l'est du pays. Deuxième partie, eh bien justement, on va voir ce document numéro 3 pour répondre à la question B du 1. Hein, décrivez ces autoroutes urbaines. Alors, alors j'ai vu, elles sont nombreuses, voilà, c'était le mot. Hein, il y a deux, trois adjectifs à utiliser, nombreuses, entremêlées. Hein. Il y en a partout. Ils m'ont écrit, il y en a partout. Oui, 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 il y en a partout. Elles sont superposées, on peut dire entremêlées, superposées. Hein, et elles vont dans des directions très différentes. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment avec plusieurs voies, des directions différentes. C'est-à-dire que ces autoroutes-là sont des carrefours hein, qui partent dans toutes les directions, dans des directions très différentes. Voilà. Donc ça rejoint des routes aux directions très différentes, est-ouest, nord-sud, sud-ouest, c'est très importante. Hein. Mais ça signifie aussi, vous voyez, le nombre, hein, c'est des fois les populations, vous voyez le nombre de voitures qu'il y a. Hein, donc, il y a beaucoup de circulation sur ces routes-là, il y a beaucoup de commerce, beaucoup d'échanges et d'activités, évidemment, puisqu'on est dans un foyer de population très important. Hein, les gratte-ciels sont à côté. Et je pense qu'il y a des gens qui habitent dans ces gratte-ciels et qui prennent la voiture pour aller à leur travail, au centre commercial, à sortir de la ville le week-end, que sais-je. Alors, autre chose, alors là, on part dans l'autre Chine, on va dire. Hein. Quelles sont les contraintes du déplacement au Tibet? Une Chine où il y a vie de dôme, où il y a des paysages de montagne. Alors, on est à Shanghai, c'est tout plat. Hein. On est proche de la mer aussi.
sur un climat tropical. Là, on est dans un climat montagnard, très froid et sec, donc dans le Tibet. Donc, alors, quelles sont les contraintes? C'est pas seulement au Tibet, hein, parce que j'ai mis, hein, des paysages de montagne, donc c'est des contraintes naturelles. Il y a des cols, les routes sont étroites et sinueuses, elles grimpent. Il y a des passages de torrents, il faut passer le torrent, donc mettre les roues dans le, dans l'eau du torrent pour passer. Vous voyez, bon, avec les pieds, tout ça, ça peut glisser, ça, bon. Même les routes, elles peuvent glisser, elles peuvent se détruire. Les glissements de terrain qui viennent dans ces montagnes-là. Il peut y avoir des rochers qui se détachent de la montagne et qui tombent, paf, sur le bus, heureusement, c'est rare, mais au moins sur la route. Donc la route, elle est bloquée, on ne peut plus passer. Et donc il faut enlever la pierre, ça peut durer des jours et des jours dans ces régions. Donc voilà, tout ce qui est des problèmes de transport en montagne. Vous le savez, enfin, vous le savez, non, vous ne savez peut-être pas. Brazzaville au Congo, c'est relativement plat. Mais si certains ont vécu en France dans des régions montagneuses comme les Alpes, les Pyrénées ou le Massif central, bon, vous avez vu l'état des routes et surtout, bon, on peut faire 100 km en 2 heures, alors que sur une autoroute française, on fait 100 km en moins de 40 minutes. Bon, donc, alors, où cultive-t-on le riz en Chine? C'est le groupe numéro 2. Donc, dans des régions tropicales humides du sud-est du pays. Et oui, quand il y a le où, il faut aussi localiser avec la rose des vents, s'il vous plaît. Quels aménagements les hommes ont-ils conçus pour la culture du riz? Ah, c'est facile, hein. Des terrasses, nous le savons depuis le chapitre 12, depuis le début de l'année, quand on a fait en géographie, habiter dans des espaces de fortes contraintes naturelles. Tu sais pourquoi les villes littorales sont-elles les principaux lieux de production en Chine? Vous le savez aussi, mais il faut le formuler. Vous avez du mal à le formuler à l'écrit comme à l'oral. Alors, parce que la production en Chine, hein, les jouets, les voitures, les téléphones portables, les voitures, oui, les voitures qui sont de marque européenne, hein, elles sont fabriquées en grande partie en Chine. L'usine Peugeot, par exemple, à Wuhan, est très importante. Parce que la production en Chine est tournée vers le commerce avec les autres pays extérieurs. C'est pas les Chinois qui consomment ce qu'ils produisent, ils les produisent pour l'extérieur, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour l'Afrique ou d'autres pays d'Asie, pour le Japon aussi, un autre pays très riche en Asie, pour la Corée du Sud, pourquoi pas aussi même. Donc avec les autres pays dont les lieux de production doivent être proches du littoral. Et oui, parce que le transport en bateau est le moins cher du monde. Donc toutes les marchandises, hein, les téléphones portables, les voitures, les textiles, euh, qui viennent de Chine et qui sont vendus en Europe, en Afrique, en Amérique, dans d'autres pays d'Asie, en Océanie, eh bien, ils arrivent en majorité par bateau, puisque c'est le transport international le moins cher. Et vous avez vu, et par le fameux container, hein, qui permet ces boîtes-là, c'est des boîtes magiques, hein, c'est des boîtes magiques qui permettent de transporter n'importe quoi dans des grandes quantités sur des bateaux qui sont conçus pour cela, hein. Le mode de transport, est vraiment le plus simple, le plus rapide, hein, et donc le moins cher. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris le type d'habitat dans le monde. Et donc, à bientôt pour de futures vidéos de correction. Merci beaucoup.